Aujourd'hui, je suis dans la région de Mont-Tremblant, dans les Laurentides, où je m'en vais explorer mon sentier coup de cœur, le Centenaire. Pour m'accompagner en rando, la première femme à avoir gravi le Mont Logan au Canada, Monique Richard. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. J'adore Mont-Tremblant parce que c'est à moins de 2 heures de Montréal. C'est un endroit exceptionnel pour faire du plein air, de l'entraînement. On y retrouve aussi son centre de villégiature et sa montagne de ski. Pendant 19 ans, numéro 1, reconnu internationalement. Pour une belle journée en famille, le domaine Saint-Bernard, vraiment un endroit splendide pour admirer la faune, la flore. C'est vraiment le point de ralliement estival pour plusieurs événements. Pour ma part, un de mes endroits préférés, c'est le Parc national du Mont-Tremblant. Sentier du Centenaire, nous voilà. Salut! Hey, Alexis! Comment vas-tu? Très bien, toi? Oui, très bien. En forme? Ah, mais hein? On a un beau soleil. Magnifique. Toi, tu l'as déjà fait, le Sentier du Centenaire, Oui. non? Est-ce que tu sais pourquoi on lui a donné ce nom-là, Monique? Non? C'est qu'en 1995, pour fêter les 100 ans du Parc national du Mont-Tremblant, on a inauguré ce nouveau sentier-là. OK. C'est un sentier qui fait 14,3 km, qui est une boucle en réalité. On va monter le mont de la Vache-Noire avec plusieurs points de vue. Son plus haut sommet est à 750 mètres. On parle d'environ 430 mètres de dénivelé et d'un niveau intermédiaire à moyen. Est-ce que tu es prête? Ben oui. On y va. Alors, on vient de débuter le sentier. C'est un sentier qui, jusqu'à maintenant, ne présente pas de grandes difficultés, sauf une première montée tout de suite en commençant. Il faut mentionner aussi que c'est un sentier qui est vraiment bien balisé, hein? On a des petits tags jaunes sur les arbres tout au long du sentier pour nous diriger. Just be with me. Just be with me. Monique, tu es une de nos grandes alpinistes au Canada. Première femme d'ailleurs à avoir fait le Makalu dans l'Himalaya, un 8000 mètres. Sept sommets, les 7 plus élevés de chacun des continents en 32 mois, la plus rapide au Canada, Oui. Comme femme, oui. comme femme. Comment ça se fait qu'on t'appelle l'aventurière bohème? Mais probablement parce que je suis une fille de liberté, d'art aussi, de culture. J'aime beaucoup mixer la culture avec mes ascensions. Pour moi, c'est pas juste la performance, mais c'est aussi une expérience. Comme tout alpiniste, tu as un parcours, tu as débuté avec de longues randonnées. Je sais que tu as débuté avec Compostelle, qui a peut-être été ton déclencheur. Raconte-moi donc un petit peu cet épisode-là. Ben oui, en fait, j'avais un bistrot. Je l'ai eu pendant 2 ans et j'étais vraiment pas heureuse et je rencontrais à un moment donné la thérapeute et justement, je lui disais que j'avais besoin de liberté, de voyage, de me reconnecter avec l'essentiel. Et elle me dit, je t'écoute là, elle dit, Compostelle, est-ce que ça te dit quelque chose? Et là, j'ai dit, c'est exactement ça que j'ai besoin. Je suis partie sur Compostelle, 1600 km, seule. Ce qui est cocasse, c'est que j'ai vendu le bistrot. Quand je suis revenue, j'avais plus de travail. Et là, je me suis dit, bon, ben je fais quoi? Et je dis, ah, ben tiens, j'aime ça marcher et être dehors. Et j'ai appliqué comme factrice à Poste Canada. Est-ce que tu avais déjà, pendant que tu marchais, d'autres projets de randonnée, par exemple? Oui, c'est sûr qu'après, j'ai voulu me lancer un défi un petit peu plus difficile. Alors, je suis allée faire le GR20 en Corse, qui est une randonnée de 200 km. Ça a duré 2 semaines. C'est juste monter et descendre, très difficile. Ça va quand même jusqu'à 2400, là, au plus haut? Oui, j'ai même eu le vertige. C'est incroyable, hein? Puis finalement, ben là, j'ai dit, hey, je pense que j'ai des aptitudes pour la randonnée. Et je suis allée faire le Kilimanjaro et ça a été une révélation.
Moi, de voir le soleil se lever sur l'Afrique, l'altitude aussi, le fait d'aller lentement, j'ai adoré ça parce que moi, je suis une fille qui aime ça, aller vite habituellement, mais là, j'avais pas le choix d'aller lentement. Active, énergique, en tout cas, c'est comme ça qu'on te perçoit. Oui, là, fait que là, je suis tombée en amour avec, vraiment avec ce sport-là. Et rendu au Québec, là, j'ai rencontré des alpinistes, j'ai lu des livres. Je me suis joint très rapidement à un groupe qui s'en allait faire l'Elbrus, qui est la plus haute montagne de l'Europe. Puis finalement, ça a déboulé. C'est enchaîné. Incroyable, oui. Alors, ça fait quand même plusieurs minutes qu'on marche dans le sentier, Monique et moi, et on peut vous dire qu'il y a pas mal de roches. Surtout pas mal de racines et pas mal d'eau. Oui, il faut des bonnes bottes. Oui, surtout à cette période-ci. Des bons bâtons comme Monique pour garder l'équilibre parce qu'il y a des ruisseaux un peu partout tout au long du sentier. Et là, regardez, derrière moi, vous avez des gros blocs de roches. C'est des monolithes. On en trouve aussi pas mal tout au long du sentier. Jusqu'à maintenant, c'est un sentier qui présente de superbes points de vue sur le couvert forestier. De gros arbres, c'est dégagé, c'est vraiment superbe. Ce segment est une présentation des magasins Sale. Avec le plus grand choix de vêtements et d'équipements au meilleur prix, vos histoires de plein air ne seront plus jamais les mêmes. Toute bonne histoire commence chez Sale. En partenariat avec Sale, aujourd'hui, dans notre émission, on teste pour vous les bandeaux multifonctions de BOF. C'est vraiment dingue tout ce qu'on peut faire avec ça. Ce que je trouve pertinent avec ce type de bandeau-là, c'est vraiment sa grande flexibilité, sa grande serviabilité même, je dirais, dépendamment des terrains sur lesquels on évolue et de la météo qu'on va rencontrer. Évidemment, c'est pas nouveau comme item pour un randonneur. Ce qui l'est possiblement davantage maintenant, c'est la composition de ces bandeaux-là, soit en fait de matière recyclée ou de matière naturelle. J'en ai prêté un à notre invitée Monique Richard et on va essayer ça sur le terrain. Petite portion du sentier où les gardes de parc ont installé une corde parce que, de base, c'est très, très abrupt, mais quand on ajoute le facteur de l'eau, bien évidemment, ça devient encore plus glissant. On vient de passer la première portion d'escalier et on arrive à un premier point de vue où on voit le Mont-Tremblant, où il y a encore de la neige, c'est le versant nord. Je le sais pour faire moi-même aussi de la haute montagne, c'est souvent des environnements où il y a beaucoup de gars, beaucoup moins de filles. Comment tu vis ça, ta relation avec les hommes en montagne, en expédition? Bien, des fois, c'est pas facile. Des fois, il y a des vieilles mentalités. Il y a des hommes qui sont machos. C'est pas évident. On dirait que les femmes ils ont moins de crédibilité en partant. Pourtant, des fois, j'étais beaucoup plus forte que les hommes. Mais par contre, des fois, il y a des gentlemen. Ça, j'en ai rencontré quand même plusieurs. Mais c'est en train de changer. Ouais. On en voit de plus en plus des femmes. Il y a une chose à relever que je trouvais vraiment intéressante dans ce sens-là, c'est que tu es arrivée comme première femme au sommet du Makalu, mais avec un homme. Oui, avec Alan Cook, en fait, qui vient de l'Ouest canadien. Lui aussi avait l'ambition d'être le premier Canadien. On s'est tout de suite mis d'accord pour arriver en même temps au sommet, fait que ça a été très bien. Oui, un beau geste quand même. Ouais. Et Logan, j'ai fait Logan aussi, ouais. Mais solo. Parce que des fois, c'est pas évident quand l'autre personne ou en équipe où on n'est pas au même niveau. Là, j'avais besoin de vivre quelque chose comme ça, mais moi, je me disais, si c'est trop difficile, je vais retourner de bord. Et quand je suis arrivée au camp de base de Logan, j'ai eu la surprise de me rendre compte que c'était pas juste un solo, mais un solitaire. Et là, je me suis dit, oups, là, c'est pas la même chose, parce que moi, je pensais de suivre une équipe. Mais en même temps, j'étais tellement bien préparée, je m'avais tout emmené quasiment en double. Par exemple, un Enridge, un téléphone satellite, un bivouac, une tente, des bottes de ski, des bottes de 8 mètres. Finalement... Beaucoup de préparation pour cette montagne-là. Pas facile quand même, on le sait, hein? Ça coûte cher quand même, faire ce type de montagne-là. Comment tu te débrouilles là-dedans? Ça a été quoi tes plus grands défis? Bien, à un moment donné, je faisais des hors-saison. Des fois, j'étais complètement seule dans l'équipe. Fait que des fois, ça me coûtait 2 fois plus cher. La pyramide de Karsten, ça m'a coûté 3 fois plus cher parce que j'ai dû passer par la jungle au lieu de prendre l'hélicoptère comme habituellement. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris l'argent de la vente du bistrot, mais aussi j'ai vendu mon auto que j'avais à l'époque. J'avais une moto, je l'ai vendue.
Fait que c'est juste pour te dire que la passion était Prenait très le forte. dessus. Ah oui, oui. Ben là, allons continuer de nourrir cette passion-là dans le sentier. Un Oui. petit bout. Second point de vue ici, et comme tu sais, Monique, on peut voir les méandres de la rivière La Diable. On a encore une vue magnifique sur le versant nord du Mont-Tremblant. Mais beaucoup plus loin, je ne sais pas si on peut bien le saisir à la caméra, mais on peut voir le Mont-Blanc, l'autre montagne de ski. Le Mont Logan, je voulais que tu m'en reparles. Vraiment une aventure épique. Donc, première femme au sommet, en solo. Comment tu arrives physiquement par les moyens de transport, puis comment ça se passe, l'entraînement, la bouffe, tout ça? Explique-moi ça. Bon, le Mont Logan, c'est la plus haute montagne du Canada. Il y a 300 jours de tempête par année. C'est un endroit très isolé. Il peut faire très, très froid, des moins 50 en saison été. Imagine l'hiver. On arrive avec un petit avion qui nous débarque au camp de base. Dans le fond, on fait comme sur les autres montagnes de haute altitude, c'est qu'il faut faire des caches. Des caches, en fait, c'est d'aller monter au camp supérieur et d'apporter... Déposer du matériel. Oui, c'est ça, pour qu'on soit plus léger, alléger, dans le fond, nos transports, mais aussi pour s'acclimater. En termes de poids, ça représente quoi au total? Jusqu'au camp 2, j'ai utilisé un traîneau. Le traîneau, c'est environ, je dirais, un 60 livres. Puis le sac à dos, 40 livres. Je suis allée en ski la deuxième fois. Et oui, ça, il faut être vraiment entraîné parce que c'est très, très lourd en altitude. Dans la neige aussi, parce que j'ai fait la trace. Les camps, en fait, il y a tellement des vents forts là-bas, il faut faire des briques de neige autour de la tente. D'aller jusqu'au sommet, c'est un 28 km. C'est quand même très long. C'est quoi la hauteur encore du Mont Logan? 5569. Quand même. Oui. L'endroit le plus dangereux, en fait, c'est entre le camp 2 et 3, où là, c'est là qu'il y a le plus de crevasses et de séracs. J'ai pas descendu au complet. Ouais. Parce que j'ai tellement vécu de la difficulté au Mont Logan. Je suis tombée dans une crevasse, j'ai vécu dans une tempête, j'ai été perdue. Puis en plus, j'étais complètement seule, avec des doigts complètement gelés. Puis bon, j'ai dû appeler Parc Canada pour une évacuation. Tu sais, c'est facile de juger, mais moi, je suis contente d'avoir demandé de l'aide parce que je reconnaissais une situation qui se dégradait, comme j'ai vécu au Mont-Rainier. Et justement, ce choc post-traumatique m'a pratiquement sauvé la vie pour avoir demandé de l'aide à temps. Tu as une histoire en 2016 avec un de tes amis. Ça a été un moment difficile. Ça a été très difficile. On a été pris dans une tempête qui n'était pas prévue. Avec le brouillard, on n'a pas été capable de retrouver notre chemin. On est allé se réfugier près des rochers. Là, avec le froid et le vent, un vent terrible qui s'est levé, ça a été une nuit épouvantable. Finalement, mon ami est mort dans mes bras d'une hypothermie. Et c'est sûr que pour moi, ça a été un choc. Donc, après cet événement-là difficile, tu t'es jamais dit la montagne, pour moi, c'est terminé? Non, pas du tout. Bien au contraire. Je suis retournée un an après pour aller poser une plaque au même endroit pour rendre hommage à mon ami. Mon ami Arvid, mission accomplie. Ça a fait du bien parce que ça est venu un peu boucler la boucle psychologique, là, parce que c'est les images qui n'arrêtaient pas de tourner aussi. Les années qui ont suivi, ça a été très, très, très difficile. Et encore, là, je commence à remonter la pente, mais je t'avoue que maintenant, à chaque fois que je retourne en montagne, il y a toujours cette petite crainte que, justement, ça peut tourner tellement rapidement. J'essaie de reconnaître à chaque fois la limite qu'il ne faut pas dépasser. La passion est encore plus forte que la peur. On te voit souvent en photo sur ton Instagram, entre autres avec ton petit chien Jeannette. Ouais. Elle n'est pas arrivée dans ta vie pour rien, elle. Non, heureusement. Elle m'a beaucoup aidée, justement, à la suite de cette tragédie. C'est une petite boule d'amour pour moi. Ça calme beaucoup mon anxiété. Puis bon, maintenant, je l'amène toujours en randonnée, dans le sac à dos aussi. Les gens sont habitués de la voir, ouais.
La chronique au sommet est une présentation de Terra Ultima. Randonnée et sommet. Le mont Denali, anciennement nommé McKinley jusqu'en 2015, est la cime la plus élevée d'Amérique du Nord. Elle culmine à 6190 mètres d'altitude. Il est situé aux États-Unis et fait partie de la chaîne de l'Alaska. Pour les alpinistes chevronnés, le Denali propose 2100 mètres de dénivelé positif de plus que l'Everest, ce qui en fait pour plusieurs une montagne plus difficile que le toit du monde, surtout en complète autonomie car il faut y apporter nourriture et matériel sans aucun porteur comme c'est souvent le cas dans l'Himalaya. La route normale se nomme la West Buttress. C'est la plus accessible et la voie la plus empruntée pendant la saison forte des ascensions. Étant dans le cercle arctique, l'été, le soleil est présent pendant 22 heures et les températures peuvent grimper au-delà de 0 degrés Celsius. En revanche, l'hiver, la température descend régulièrement en deçà de moins 40, le record mesuré étant de moins 73 degrés Celsius. On parle beaucoup dans les réseaux sociaux actuellement et dans les médias en général de l'embouteillage sur Everest, les gens qui se garochent sur les montagnes de plus en plus, ça devient de plus en plus commercial. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bien, premièrement, l'Everest, c'est un cas à part. C'est pas comme ça partout. Hein? C'est la nature, les paysages. C'est aussi... bon, je sens que tout mon potentiel s'exploite. Et j'aime dire que j'ai pas les ailes d'un oiseau. Alors, j'utilise mes jambes pour m'élever puis d'atteindre une certaine liberté. Moi, c'est vraiment la liberté. C'est le calme aussi. Mais, ouais, c'est tout ça. Monique, tu as fait ces grandes montagnes-là, mais tu avais commencé, comme on le disait, avec la randonnée. On voit que tu es en pleine forme aujourd'hui. Comment tu t'entraînes? Y a-tu quelque chose que tu fais physiquement de particulier? Oui. Je me lève à 5h15 du matin et je fais environ 2 heures de gym, juste avant mon boulot. Je fais un groupe musculaire, puis ensuite du cardio en résistance avec du spinning debout. Ce qui est bien, c'est que ma salle de gym est chez moi. Ouais. Fait que c'est très pratique. Puis après ça, je vais livrer le courrier. On marche pas mal. Ah oui, pas mal. Ici, dans le Parc national du Mont-Tremblant, c'est vraiment une forêt qui est mature et on peut voir régulièrement des amoncellements de mousse comme ça, verte, autant sur les roches que sur les arbres et même à travers les racines dans le sentier. Ça fait vraiment de superbes photos. Tu parles de liberté, tu parles de nature. Est-ce que ça t'arrive parfois de te servir en nature ou en randonnée d'applications ou sur la montagne, d'applications mobiles? Je sais que tu fais beaucoup de recherches, évidemment, sur le web pour préparer tes expéditions. C'est quoi ton rapport avec la technologie? Bien, il y a le GPS. C'est sûr que ça, je l'utilise régulièrement. Sinon, ben, la technologie, ça va être plus la photo. T'es pas une fille d'application, puis de ces trucs-là. Même Non. pas pour l'entraînement non plus. Non, pas du tout. Plus tu te libères l'esprit, mieux c'est. Oui, OK. exactement. Aujourd'hui, le bandeau que je portais propose un UPF de 50, donc de protection solaire. Il est donc idéal pour les journées ensoleillées, en plus de retenir la sueur. Je l'ai porté, moi, à la tête aujourd'hui et Monique à son poignet. Je sais, Monique, que tu le portes à l'occasion en expédition. Oui, dans mes marches d'approche, en particulier pour protéger ma gorge contre le froid. Pour les journées plus froides ou hivernales, je vous propose le Icebreaker 100% laine de Merino. L'avantage, c'est qu'il est très respirant. Personnellement, je vous les recommande. Ce sont des achats intelligents qui vont vous durer longtemps. Je vous suggère d'aller voir le site BOF pour voir l'ensemble des démonstrations. Et pour plus d'informations, passez voir votre conseiller Sail en magasin. Monique, tu reviens d'un beau trip dans l'Ouest canadien, le Mont-Hector, que tu as fait en bonne partie à ski. Une fille comme ça, toujours pleine de projets. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il y a en avant de toi? Bien, peut-être 2 semaines dans les Alpes en Europe.
Mais si je trouve le financement, ça va être probablement 1 ou 2 8 000. Tu as un petit film documentaire qui avait été produit aussi sur toi, qui est disponible aussi sur le web. L'affront des cimes, puis il y a un livre aussi qui est en train de se construire. Les femmes ont besoin de modèles. Et est-ce que tu es consciente que tu es ce modèle-là peut-être pour plusieurs d'entre elles? Bien, je sais pas, mais j'espère, en fait, d'inspirer les femmes, d'oser, d'avoir de l'audace, de foncer, parce que, bon, la montagne appartient pas juste aux hommes, hein, quand même. À chaque fois que je peux inspirer des femmes, bien, ça me fait tellement plaisir de partager mon expérience. Puis des conférences que je donne régulièrement aussi dans les écoles, universités, mais aussi dans des compagnies, puis les encourager. Et de les influencer. Oui, ouais, si on veut. On arrive au sommet du mont de la Vache-Noire, 750 mètres. C'est ici que ça se termine pour nous aujourd'hui. Comment as-tu trouvé ton expérience, Monique? Bien, comme petite marche après le souper, là. Oui, pour toi, c'est peut-être petit, mais pour les gens à la maison, il y a plusieurs options. On peut envisager de le faire d'un côté comme de l'autre ou de faire la boucle complète. Il y a encore énormément à voir sur le sentier. Monique, tu l'as constaté, c'est quand même beaucoup plus rocailleux d'un côté, beaucoup plus abrupt, mais c'est un sentier tout au long qui va se transformer, c'est-à-dire qu'on va débuter par une montée, ensuite vous allez longer la crête avec quelques sommets, quelques points de vue, pour ensuite redescendre de l'autre côté et atterrir au camping de la Sablonnière. Il faut juste rappeler que c'est un sentier quand même de niveau intermédiaire, donc moyen. Alors pour les enfants, ce sera peut-être plus facile en période estivale, mais il faut quand même voir selon leurs forces à eux. Je suis vraiment content d'avoir fait cette journée-là avec toi. Ça a été un réel plaisir. On va pouvoir te suivre sur les médias sociaux, j'imagine. Pour mes prochains projets, bien sûr, sur Monique Richard Alpiniste sur Facebook. Là, tu me tiens au courant. Si ton livre sort, je vais être le premier à le savoir. Promis. Merci, Alexis. Merci à toi.